XIe siècle. Ils sont originaires de la confédération berbère Sahanja du Sahara et ils se constituent d'abord comme un mouvement religieux. Il est animé par une volonté de retour à l'orthodoxie islamique sous l'impulsion du prédicateur Abdallah ibn Yassin. Rapidement, il se transforme en une puissance politique qui contrôle le Maroc, puis une partie de l'Afrique du Nord et d'Espagne, comme vous pouvez le voir sur la carte. En 1886, l'émir almoravide Youssef ibn Tashfin répond à l'appel des rois de Taïfas d'Al-Andalus menacés par les chrétiens et remporte la bataille de Zaraca ou Sadragas contre Alphonse VI de Castille. C'est le premier grand moment de ce que l'on pourrait appeler l'internationalisation du conflit ibérique. À partir de cette date, les Almoravides s'installent durablement en Al-Andalus, imposant leur autorité sur les rois des Taïfas, non sans susciter des tensions avec les élites locales qui les jugent trop austères et trop puissantes. Un siècle plus tard, un phénomène similaire se produit avec les Almohades. Issus d'un autre mouvement religieux et réformateur, né dans les montagnes du Haut-Atlas au début du XIIe siècle, ils prônent un islam encore plus intransigeant que celui des Almoravides, fondé sur la prédication d'Ibn Chumart et sur une centralisation politique forte. Sous le règne d'Abd al-Moumin de 1130 à 1163, les Almohades s'emparent du Maroc, puis s'étendent à l'Algérie, à la Tunisie et enfin à Al-Andalus. Leurs apogées se situent dans la seconde moitié du XIIe siècle, lorsqu'ils tentent de contenir l'avancée chrétienne en Espagne. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que ces deux dynasties maghrébines, Almoravides puis les Almohades, ne sont pas de simples secours ponctuels apportés à Al-Andalus. Leur arrivée correspond à une véritable prise de contrôle politique et militaire, et ils emportent avec eux leur structure centralisée, leurs idéologies religieuses et leur modèle de mobilisation, ce qui transforme en profondeur l'équilibre interne d'Al-Andalus. Cette interaction a produit de véritables transferts militaires. Les armées almoravides et almohades se distinguent des forces andalous traditionnelles par leur discipline, leur cohésion et leur capacité de projection à grande échelle. Les almoravides s'appuient notamment sur une cavalerie légère berbère, redoutable dans les manœuvres rapides, tandis que les Almohades développent une armée composite plus centralisée avec des contingents berbères arabes, mais aussi chrétiens mercenaires, comme l'ont montré plusieurs recherches récentes. En comparaison, les royaumes chrétiens s'appuient sur des armées féodales. Chaque seigneur mobilise sa troupe et les coalitions sont souvent fragiles. Ce modèle favorise la bravoure individuelle et la cavalerie lourde, mais il manque parfois de coordination stratégique. Les Almoravides et les Almohades, en revanche, offrent un modèle plus proche de l'armée d'État, dirigée par une autorité centrale qui décide des campagnes et contrôle la levée des troupes. Comme le montre Amira Benisson dans The Almoravid and Almohad Empires, cette centralisation militaire et religieuse est indissociable d'une volonté de réforme morale et politique. Lutter contre les divisions internes d'Al-Andalus et rétablir un ordre islamique jugé authentique. De leur côté, les études sur les campagnes almoravides en Afrique du Nord soulignent leur capacité à manier à la fois la guerre de mouvement et le siège, ce qui adapte leur tactique aux différents terrains. Enfin, un article sur The Almohades Military Strategy in the Western Mediterranean insiste sur l'ambition méditerranéenne de cette dynastie qui concevait sa lutte contre les royaumes chrétiens d'Espagne non pas comme un simple front régional, mais comme une confrontation globale pour la domination du bassin occidental. Donc, lorsqu'on passe du XIe au XIIe siècle, les armées musulmanes connaissent une profonde transformation. La confrontation avec l'Occident chrétien, que ce soit en Al-Andalus ou au Levant, impose des ajustements stratégiques et organisationnels majeurs. Les armées musulmanes du XIIe siècle sont très composites. Elles rassemblent des contingents tribaux, en particulier issus des populations bédouines ou berbères. Ces tribus apportent une force numériquement importante, mais souvent difficile à discipliner. À côté de cela, on trouve des véritables corps professionnels, mieux organisés et permanents, développés notamment sous les Angides, en Syrie du Nord, ou sous les Ayyubides. Saladin, le fondateur de la dynastie Ayyubide, s'appuie ainsi sur une armée plus centralisée
où la cavalerie lourde joue un rôle décisif. Il faut également mentionner l'importance des mercenaires. On emploie non seulement des soldats musulmans d'origines diverses, comme les Kurdes, les Turcs ou les Maghrébins, mais également des mercenaires chrétiens. Sous les Almohades, par exemple, certains chevaliers castillans ou aragonais passent à la solde du califat, ce qui est une preuve de la perméabilité des frontières militaires. Enfin, la cavalerie, qu'elle soit lourde ou légère, structure l'ensemble des opérations. La cavalerie lourde, bardée de fer, est adaptée au choc frontal, et la cavalerie légère, elle, excelle dans la mobilité, dans la reconnaissance ou dans les attaques de harcèlement. C'est ce mélange qui permet de s'adapter aux croisades, mais aussi aux offensives chrétiennes dans la péninsule ibérique. Tous ces aspects plus militaires et techniques, ils ont tous été encadrés, on va dire, par une mobilisation religieuse. Donc l'élément religieux, il occupe une place déterminante dans la mobilisation. Le concept de djihad devient à la fois une arme idéologique et un outil politique. Les dynasties comme les Almohades, mais aussi Saladin par le passé, utilisent ce discours pour allier des populations diverses et justifier un effort militaire qui est continu. Saladin, par exemple, ne se contente pas de mobiliser son armée en tant que sultan. Il se présente comme le défenseur de l'islam face aux croisés, notamment lors de la bataille d'Hattin en 1187. Cet aspect idéologique donne à ces campagnes une dimension morale et religieuse qui transcende les divisions tribales. Au Maghreb, les Almoravides et surtout les Almohades instrumentalisent le djihad pour légitimer leur intervention en Al-Andalus. Ils se posent en réformateurs religieux et en défenseurs de la foi, unifiant ainsi leurs partisans autour d'une cause commune contre les royaumes chrétiens. Le XIIe siècle, c'est aussi l'époque où l'art militaire repose sur l'utilisation massive des fortifications. Les Ayyubides, par exemple, développent en Égypte et en Syrie des puissantes citadelles, comme la citadelle du Caire, qui sert à protéger les centres politiques et économiques. Ces constructions traduisent une volonté de contrôle territorial durable. Mais la guerre ne se joue pas seulement dans les sièges ou les grandes batailles rangées. Les armées musulmanes recourent fréquemment à la guérilla, à l'harcèlement de convois ennemis et à la maîtrise du terrain. Dans la péninsule ibérique, les Almoravides, comme les Almohades, savent tirer parti des reliefs et des zones rurales pour ralentir l'avancée chrétienne. Cette flexibilité contraste avec l'approche occidentale, plus centrée sur le siège d'une classe forte que sur l'affrontement décisif. Si l'on compare les deux systèmes, une différence structurelle apparaît. D'un côté, le modèle occidental est féodal, chaque seigneur apporte ses propres contingents, souvent hétérogènes, et l'armée se constitue autour d'une noblesse guerrière liée par des vassalités. Cela donne une grande force de frappe ponctuelle, mais une difficulté à maintenir une armée permanente et disciplinée. De l'autre côté, le modèle maghrébin et andalou repose sur des structures plus centralisées. Les Almohades, par exemple, disposent d'une armée permanente financée directement par l'État califal. Cela leur donne une capacité d'intervention rapide et une cohérence tactique supérieure. De même, les Ayyubides bâtissent un appareil militaire plus institutionnalisé, ce qui explique en partie leur succès face aux croisés. Cette différence entre le féodalisme militaire européen et la centralisation maghrébine ou levantine a marqué durablement les rapports de force. Elle explique pourquoi certaines batailles, comme Hattin, tournent en faveur des musulmans, tandis que dans la péninsule ibérique, les armées chrétiennes parviennent à reprendre progressivement l'avantage en multipliant les coalitions et en exploitant leurs propres innovations. Donc pour conclure cette première présentation, on vous propose de plonger dans un affrontement décisif de la Reconquista, qui est la bataille de las Novas de Tolosas en 1212. Donc c'est un épisode qui est rapporté par de nombreuses chroniques chrétiennes et arabes, et elle marque un tournant irréversible dans l'histoire d'Al-Andalus et des relations entre le Maghreb et la péninsule ibérique. Donc au début du XIIIe siècle, le califat almohade domine à la fois le Maghreb et Al-Andalus. Fondé sur une idéologie réformatrice et centralisatrice, les Almohades se présentent comme les successeurs des Almoravides et comme les défenseurs de l'islam face à l'avancée chrétienne. Leur souverain, le calife Muhammad al-Nasir, ressemble une armée immense après avoir subi des revers dans la péninsule. Face à lui se dresse une coalition sans précédent. Alphonse VIII de Castille,
rejoints par Pierre de d'Aragon et Sancho VII de Navarre, mais aussi par des contingents venus de Portugal et même des chevaliers croisés d'Europe du Nord. L'appel à la croisade lancé par le pape Innocent III transforme cette guerre régionale en véritable guerre sainte. On a donc d'un côté un calife maghrébin qui se pose en champion du djihad et de l'autre une coalition chrétienne galvanisée par l'idée de croisade. Je vais vous demander de vous mettre en position. On est en juillet 1212. Les deux armées se rencontrent dans la Sierra Morena, au sud de Tolède. L'armée almohade, réputée immense, s'est retranchée derrière des lignes défensives soigneusement organisées. Devant le camp, des troupes régulières et des volontaires. Plus en arrière, des corps de cavalerie maghrébine aguerris. Et au centre, une garde d'élite de guerriers noirs, enchaînés entre eux pour ne pas reculer, protégeant la tente du calife Mohammed al-Nasser. L'affrontement est d'une rare intensité. D'abord, les forces chrétiennes peinent à franchir les premières lignes. La cavalerie lourde castillane, menée par Alphonse VIII, tente plusieurs assauts frontaux, mais se heurte à la résistance almohade. C'est alors que la coalition coordonne ses efforts. Les Aragonais et les Navarrais sur les ailes engagent des attaques simultanées. La stratégie n'est plus celle d'une charge isolée, mais bien d'un choc coordonné exploitant l'ensemble des forces. Le moment décisif vient lorsque Sancho VII de Navarre, surnommé le Fort, pour sa stature imposante, mène ses troupes à travers un passage étroit et parvient à attaquer directement la garde du calife. Cette percée brise la ligne almohade au cœur même de son dispositif. La garde noire, pourtant réputée invincible, est submergée. Mohammed al-Nasser, voyant la défaite inévitable, prend la fuite. Le camp almohade est pillé et l'armée musulmane se disperse dans une déroute générale. Cette bataille est révélateur. D'un point de vue tactique, elle montre que la centralisation extrême et la confiance dans une armée de masse, caractéristiques des Almohades, ne suffisent pas face à une coalition organisée et capable de coordination. À Hattin, en 1187, Saladin avait exploité la mobilité et l'unité idéologique de son armée pour vaincre les croisés. Ici, à Las Navas, la situation est inversée. Ce sont les chrétiens qui maîtrisent la coordination, tirant profit de la diversité de leurs forces, alors que les Almohades échouent à transformer leur supériorité numérique en un avantage réel. Le rôle de la cavalerie lourde chrétienne est également décisif. Ces charges répétées, combinées à la persistance des troupes ibériques, finissent par user le dispositif musulman. Là encore, on retrouve le contraste entre un modèle occidental féodal, mais capable d'unir ses contingents sous une cause commune, et un modèle maghrébin centralisé, mais rigide et fragilisé par des tensions internes. La bataille qu'il avait prévu de faire, de mener, et donc c'était notamment grâce au réseau YAM qui permettait justement cet espionnage et cette reconnaissance de manière facile pour faire remonter les informations le plus rapidement possible. Et donc le deuxième élément le plus important est donc la fin de retraite. Donc c'était la stratégie la plus redoutée. Donc c'était vraiment l'archer léger qui venait perturber les lignes ennemies. Il faisait semblant de se retirer. Donc tout un ensemble, il fallait quand même énormément de coordination. Et donc il faisait semblant de se relever. Et donc comme ils avaient étudié la géographie au préalable, et ça permettait ensuite qu'ils se retournent, une fois que les ennemis étaient suffisamment proches, ils se retournaient et à distance de tir, ils se retournaient, retiraient et encore, ils cassaient encore et brisaient la cohésion des lignes ennemies. Et ensuite, ils faisaient, c'est les lanciers lourds qui venaient tel un mur de fer pour finir et achever la bataille. Et donc, c'est vraiment ces attaques éclairs et cette coordination parfaite qui leur a permis de remporter de nombreuses batailles. Et il y a une deuxième arme que Genghis Khan a utilisée, c'est la peur. Donc c'était vraiment, il était vraiment, en fait sa cruauté permettait non seulement aux autres d'avoir si peur qu'ils se rendaient sans se battre, mais aussi ça permettait d'une certaine manière d'assouvir son pouvoir. Et donc, quand il massacrait les villes, c'était vraiment pour montrer l'exemple. Et le réseau YAM propageait ces informations et ces rumeurs, et parfois enjolivé, afin de promouvoir Genghis Khan à travers l'Empire,
Et donc c'est vraiment cette stratégie psychologique qui lui a permis aussi d'éviter toute révolte pendant son règne, et c'est ce qui a fait notamment sa réputation. Donc, suite à ces nombreuses conquêtes et à l'unification des steppes, donc, il nous a laissé un héritage. Et donc là, je vais juste retracer donc, son expansion rapidement de son empire, donc de la Chine à l'Europe. Donc en 1211, c'est vraiment le début, c'est là qu'il entame le début de ses conquêtes. Et donc en Chine du Nord. Et c'est vraiment sa première grande campagne contre les royaumes Jin. Et ensuite, 4 ans plus tard, en 1915, il fait la prise de Zhongdu. Et donc ça, c'est l'actuel Pékin. Donc il va assiéger Zhongdu, c'est un des rares sièges qui a été fait par Genghis Khan. Et donc c'est avec ça qu'il va faire venir, c'est là qu'on vient, c'est à ce moment-là qu'il fait venir en fait tout ce qui est ingénierie perse et chinoise, et pour les catapultes qu'il va instaurer dans son armée. Et donc 6 ans plus tard, en 1221, c'est vraiment la destruction de l'empire Khwarezmien. Et donc Genghis Khan, en fait, en 1921, il est quasiment à son apogée, et c'est une de ses plus grandes batailles. Et en fait, finalement, il décède 6 ans plus tard, donc en 65 ans, et les circonstances de sa mort sont très peu divulguées. Mais par contre, il nous a laissé du coup un héritage important. Donc, tout d'abord, en fait, ses fils et petits-fils, ils vont poursuivre l'expansion de son territoire. Donc, Kublai Khan va fonder la dynastie Yuan en Chine. C'est notamment un de ses fils les plus connus. Et ensuite, Bao Khan, il va conquérir la Russie et fondre la Horde d'Or. Et Hulagu Khan, il va fonder l'empire mongol de Perse. Et donc, en fait, du coup, l'empire mongol, il devient vraiment un ensemble de plusieurs royaumes, mais qui sont liés par une même culture et une même origine. Et donc, c'est vraiment ce côté conquérant et stratège qui a fait la force de Genghis Khan et de son empire. Mais il était à la fois cruel et à la fois unificateur des steppes. C'est un peu le paradoxe qui l'entoure. Et il reste aujourd'hui un symbole national en Mongolie, comme on peut le voir sur le billet. Et ensuite, si on doit considérer son plus bel héritage, c'est sûrement la Pax Mongolica. Donc c'est le monde de paix qui a suivi à sa mort. Et donc ça a permis deux choses. Donc les routes de la soie ont pu être unifiées. Donc ça a permis de faire fleurir l'empire avec de nombreux échanges culturels et scientifiques, et notamment en 1271 avec la venue de Marco Polo pour voir Kublai Khan en Chine. C'est un peu l'apogée des routes de la soie, et ça a vraiment permis de faire fleurir tous les échanges, notamment de marchandises et de médecine. Et donc juste pour finir, on voulait vous montrer en vert foncé, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est l'empire à la mort de Genghis Khan, et ensuite en vert foncé, c'est quasiment à la fin du XIIIe siècle, la taille maximale de l'empire. Et il faut se rappeler, c'est le plus grand empire terrestre qui a jamais existé. Merci. Merci à tous. Oula. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je ne sais pas si sur le live il y a des questions aussi, mais... Après, il faut savoir qu'on va avoir des interventions plus tard, notamment sur le contexte andalou, le contexte diplomatique, qui pourront être, on va dire, mises en avant par des experts, plus experts que nous, on va dire. Donc, si jamais vous avez des questions aussi par la suite, il ne faut pas hésiter, si vous en avez. Camille.
Non, bah, c'était pas forcément une question, c'était pour vous dire que la présentation était très claire, très belle, les images sont vraiment impactantes. Ça permet de mettre vraiment des images sur des mots. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire que c'était une très, très belle présentation. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une petite question. Je ne sais pas parmi les élèves de la classe qui connaissait l'histoire de Genghis Khan. Enfin, ouais. Moi je connaissais pas, j'ai jamais entendu parler. C'est vrai que c'est curieux parce qu'on a l'impression que ce général avait tout compris à l'époque. Enfin, il a tout mis en place. C'était une réussite économique, administrative, guerrière. Comment ça se fait qu'on nous en parle pas plus tôt, je sais pas, à l'école, qu'on l'étudie pas ce personnage? Est-ce que vous avez une réponse à ça ou pas forcément? C'est hyper intéressant comme histoire. Je pense que. Alors, il y a plusieurs raisons. Moi, je pense qu'une des premières raisons, c'est quand même. Nous, on a cherché, on a essayé, c'est quand même très dur d'avoir des documents de son époque qui soient en fait véritablement une manière scientifique de vérifier que c'est bien ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'images et de reconstitutions qui ont été faites après, donc au XVe et XVIe siècle en Chine, qui vont retracer son histoire. Et aussi, comme c'est par rapport à moi je pense qu'il y a aussi une raison, c'est que c'est comme c'est pas du tout, ça a été un peu difficile à dire, mais comme c'est pas du tout l'Occident, en fait je pense qu'à l'école on nous apprend pas beaucoup de choses sur l'Orient, et même je pense que c'est des volontés d'éducation. Mais je sais que moi j'avais fait des expos, déjà fait quand j'étais plus jeune un exposé là-dessus. J'avais eu j'ai vu un prof qui adorait cette période, et donc moi je pense que c'est vraiment c'est dommage, mais c'est comme ça que. Et après j'aurais pas de raison vraiment valable de demander à l'éducation nationale pourquoi ils font pas ça, mais. Après, si juste tu peux rajouter quelque chose à l'intervention de Paul, avec laquelle j'étais complètement d'accord, c'était aussi notre volonté à travers ce séminaire de justement faire découvrir des choses qu'on ne voit pas à l'école. On ne voulait pas forcément revenir sur par exemple sur l'Empire romain qu'on a vu en long, en large et en travers à travers notre scolarité. Donc c'était aussi notre volonté. On est heureux du coup que ça vous plaise et que ça ouvre à d'autres perspectives. Bonjour, oui, je voulais juste rajouter peut-être une petite explication. Alors tout d'abord, s'il y en a qui s'intéressent aux Mongols, je vous recommande d'aller voir les épisodes que Frédéric Louarn sur la chaîne Hero.com a consacrés aux Mongols. Il a fait toute une série, ça dure très longtemps, c'est très pointu, très travaillé comme tout ce qu'il fait. Et notamment, il parle du fait que ce soit des nomades et que ce soit lié au nomadisme est peut-être une explication du fait qu'ils soient comme ça moins étudiés ou moins considérés, parce que quand c'est nomade, c'est forcément barbare, c'est forcément c'est pas une civilisation, les nomades, on le sent bien, que ce soit les Huns avant ou que ce soit les Mongols. Et en fait, il y a un courant historiographique que Frédéric Louarn met en avant dans ses vidéos, qui consiste à ne plus considérer vraiment les Mongols comme des nomades, mais comme des maisons, des houses, comme on dirait dans House of Dragon, par exemple. Et ça change complètement le point de vue qu'on peut avoir sur ce nomadisme, qui en fait n'est plus quelque chose à considérer comme une faiblesse, mais au contraire une force du monde mongol. Merci. On peut passer le micro juste Déjà, merci beaucoup parce que c'était très clair et moi, en termes d'histoire, toute cette période, c'est un petit peu plus flou pour moi, donc ça m'a un petit peu rafraîchi l'esprit. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi l'empire mongol, parce que je pense qu'il y a deux empires qui ont conquis des parties du territoire. Et en fait, je reprends le sujet de base, en fait, c'était vraiment que avant la modernité, stratégie militaire occidentale et orientale, donc vous n'avez pas forcément de choix, j'imagine, imposés en termes de conquête ou de stratégie militaire, et pourquoi ce choix-là en fait Comme Thomas l'a mentionné plus tôt, c'est on voulait vous montrer deux empires que nous on jugeait déjà intéressant de regarder, puisque nous
pour être honnête, on ne s'y connaît pas non plus beaucoup et ça nous intéressait beaucoup d'apprendre dessus. Et ensuite aussi, on voulait vous faire partager quelque chose que vous avez peut-être jamais vu. Et pourquoi l'Empire mongol aussi pour des raisons de date, c'est-à-dire que les deux empires, enfin les conquêtes arabo-musulmanes se sont passées relativement proches en termes de date de l'Empire, de l'unification des steppes. Et c'est vraiment, c'est aussi une des raisons pour on a choisi ces deux pour mettre en lumière de deux parts du monde connu à l'époque, bon, si on peut appeler ça le monde connu, il y avait deux empires très différents et ils faisaient la guerre pour des raisons très différentes. Merci. Je rajoute aussi que ce sont quand même des périodes qui sont relativement bien documentées par rapport à d'autres empires, donc ça a aussi contribué à notre choix. Et je termine en disant, en tout cas pour la partie, la question elle était plus par rapport aux conquêtes mongoles, mais par rapport aux conquêtes arabo-musulmanes, en fait on voulait aussi mettre en lumière qu'il y avait des stratégies militaires d'Orient qui avaient existé en fait en Occident, notamment. C'est des mots qui sont un peu contradictoires, on va dire. Quand on parle d'Occident musulman, ça peut choquer d'une certaine manière. Donc c'était aussi une manière de dire que certaines stratégies militaires d'Orient ont été importées en Occident à un certain moment de l'histoire et mettre en lumière ça, en fait, justement, pour mettre le parallèle entre Orient et Occident, comment ils ont été connectés par le passé. Merci. Je trouve que c'est intéressant c'est intéressant aussi parce qu'on retrouve certains principes de Sun Tzu aussi dans l'art de la guerre. Vous avez parlé de terreur psychologique génocidaire donnée à ses adversaires. Sun Tzu il a parlé du fait de humilier ses adversaires sans avoir à faire la guerre. En quoi est-ce que Gengis Khan a été influencé par Sun Tzu? Alors, d'influence directe, c'est pas forcément le problème puisqu'il n'y avait pas forcément de traduction, mais c'est quand même un héritage militaire puisque souvent il y a quand même entre les différents empires. Donc je dirais que c'est plutôt en termes d'héritage, de la manière où, du fait que tu propages la peur, ça a permis là j'ai pas l'exemple en tête, mais je sais que ça a existé, où des villes, ne serait-ce qu'en voyant l'armée mongole, se rendaient immédiatement pour ne pas subir les massacres qui sont réputés de la part de l'armée mongole. Donc c'est vraiment gagner la guerre avant d'avoir commencé, sans perdre un seul homme, c'est son aura. Ça permettait aussi l'intégration, en fait, c'était aussi, ce système a aussi été aidé parce que, d'une part, Gengis Khan, il n'était pas là non plus, il voulait laisser la population aussi locale en place, et pour pouvoir mettre en place le système d'un empire vraiment où il pouvait protéger les marchandises et tout ça, c'était aussi un moyen pour lui que les locaux et l'élite locale, en fait, restent en place et juste paye un tribut, en fait, il y a certaines villes qui payaient des tributs annuellement à l'empereur, et donc c'était un moyen aussi de maintenir l'élite locale et maintenir tout leur système en place et ça a vraiment facilité notamment l'intégration de cette peur, parce que c'était aussi gagnant-gagnant de deux côtés. J'ai une question. Merci pour la présentation tout d'abord. Et ensuite, nous sommes quand même dans un master de management avec un thème sujet qui est donc la stratégie. Je voulais savoir quelles leçons on peut tirer de votre présentation qui parle directement au management des nos jours. Donc je vais répondre à cette question. Donc c'est vraiment la confiance. Faites confiance à vos collaborateurs, faites confiance à vos managers. Et vraiment, il faut aussi savoir déléguer son autorité en tant que manager. Il faut aussi savoir s'organiser. Il faut savoir communiquer au maximum, donner le plus d'informations. Il faut ne surtout pas hésiter à s'organiser bien à l'avance, à se faire connaître, à se mettre en avant.
afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ouais, bah ça tombe bien que tu poses cette question-là, parce que bah, ça va être l'activité après. Si je peux utiliser ce qui va se passer, c'est de faire un mini Donjons et Dragons, mais sur les conquêtes arabo-musulmanes, où il y a une équipe de 5 personnes qui vont être volontaires. Et l'objectif, ça va être de voir bah, comment est-ce que vous allez faire de la stratégie selon des dilemmes. Donc, voilà. La question de Clara. Tout d'abord, merci pour cette présentation, c'était super intéressant. Moi, la question que j'ai à me poser, c'est par rapport à justement cette stratégie par rapport. Vous avez insisté sur le fait que ça a permis l'expansion militaire du coup, ce peuple. Mais est-ce qu'au sein même, ça n'a pas créé des discordes, des groupes qui se sont formés, des mini-résistances? Parce que typiquement, là, si on le fait si on fait le transfert dans le management, manager par la peur sur le long terme, c'est pas si efficace que ça. Oui, alors justement, il faut savoir que Gengis Khan avait des relations interpersonnelles avec ses généraux. Donc qu'est-ce qui se passait? C'est que si un général faisait une trahison, on parle de confiance, la trahison est punie de peine de mort, ce sont directement des têtes qui tombent. Donc la solution, c'est que le général est remplacé par un autre fidèle, et en revanche, comme on l'a dit, les soldats, eux, ne sont pas punis. Les soldats ont uniquement obéi aux ordres du général, le seul fautif, c'est le général. Une fois que la tête est coupée, la faute est disparue. Voilà. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a qu'un coupable dans une forme de résistance naissante. Et puis, pour répondre aussi à ta question, Pascal l'a mentionné aussi dans la présentation, mais en fait, quand il a intégré les gens dans son armée, il faisait en sorte qu'il n'y avait pas des groupes, que tout le monde était morcelé. C'est-à-dire que si tu venais d'une tribu, tu n'étais pas mis avec toute la tribu. Ils étaient morcelés partout pour éviter qu'il y ait des révoltes internes au sein même de l'armée, et c'est ce qui permet de maintenir, et c'est ce qui permet aussi, entre guillemets, de maintenir l'ordre. Et comme ça, il ne peut pas y avoir une révolte massive de l'armée. Après, juste, moi je dis un truc rapidement, je connais pas forcément l'Empire mongol, etc., mais je pense que dans tout moment de l'histoire, il y a des choses, il y a des leçons à apprendre, et que, en tout cas, essayer de reproduire quelque chose qui a été fait au Moyen-Âge à notre management actuel, c'est pas forcément en tout cas, je pense pas que ça soit la leçon qu'on veut apprendre aujourd'hui. Et deuxième chose, je reviens sur la question de la stratégie, parce que pour moi, ces deux questions, elles sont liées. La stratégie, aujourd'hui, on peut dire que l'ancêtre de ce qu'on fait aujourd'hui, ça a été les stratégies militaires des Romains. Et donc, la stratégie est forcément liée à la guerre d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi, c'est une question d'ouverture qui pourra arriver et sur laquelle on peut réfléchir. C'est seulement mon avis, on peut ne pas être d'accord avec moi, sur comment justement on transforme la stratégie aujourd'hui pour en faire un instrument de paix et non pas de guerre. Du coup, je vous remercie pour vos questions. On va diffuser la vidéo rapidement. Après, on fera une pause et on vous demandera de revenir à une heure assez précise, s'il vous plaît, pour qu'on puisse tenir le timing. Je vous remercie. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc cette vidéo, c'est une simulation qu'on a faite d'un jeu vidéo qui représente donc la feinte de retraite. Est-ce qu'il y a le son? Je ne pas le son. Est-ce qu'on peut le son? On entend plus. Est-ce qu'on recommence? C'est pas grave. Donc voici une première tentative, donc une première démonstration. Vous voyez les archers actuellement qui tirent en arrière. Là on voit moins bien, mais on va bientôt le voir puisqu'une deuxième salle va arriver. Et regardez sur les écrans, attention. Et voici donc une charge de cavalerie également, où une fois que les archers ont tiré, les cavaliers foncent sur les armées ennemies. Ce qui constitue vraiment le mur de fer qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc vous voyez bien vraiment tout le champ de bataille qui est désorganisé, les armées ennemies et les armées alliées. Donc, juste pour faire le petit commentaire,
Vous voyez donc vraiment la tenue du cavalier en armure, avec son arc et ses carquois. Donc il tire des flèches enflammées pour déstabiliser son ennemi. Et vraiment, il fait semblant de retourner dans ses lignes. Ce retour revient dans l'histoire lorsqu'il y a un retour vers l'antique à partir de la Révolution, et notamment à travers évidemment l'empire de Napoléon, dont le Code civil d'ailleurs reprend beaucoup de cette condition féminine, en mettant la femme comme mineure permanente, soumise d'abord à son père et ensuite à son mari. Mais entre les deux, entre l'Antiquité et la modernité, la période moderne, il y a quand même un Moyen-Âge dans lequel on voit beaucoup de figures féminines qui ont du pouvoir, qui s'imposent, qui dominent. Alors, il y a bien dans l'Antiquité, il y a eu Cléopâtre, il y a eu comme ça féminine, mais c'est quelque chose de beaucoup plus courant et surtout beaucoup plus admis par la société pendant la période médiévale. Est-ce que ce serait, alors tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes, encore une fois je ne suis pas historien, est-ce que ce serait parce que à partir de l'effondrement entre guillemets de l'Empire romain d'Occident, il y a une influence germanique à travers les Francs, et on sait que dans d'autres sociétés, les sociétés gréco-romaines, notamment dans les sociétés germaniques et scandinaves, la place de la femme était beaucoup plus enviable. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, de cette culture-là, qui se diffuse et qui fait qu'il y a plus de possibilités sociales qui s'offrent à la femme? Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il qu'il y a comme ça, avant la période contemporaine, il y a une période où il vaut mieux mettre femme pendant le Moyen-Âge. De la même façon, par rapport à la violence, alors évidemment que la période médiévale a cette image-là. Pour reprendre les mots de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction, je vais me le faire à la flamme bien médiévale, bien moyenâgeuse, je crois que c'est ça qu'il dit. Et puis on entend bien dans le langage courant, c'est le Moyen-Âge, c'est barbare, c'est violent, c'est forcément assez horrible. Et pourtant, au niveau des batailles, qui est le sujet principal et l'aspect militaire, on voit bien qu'il y a malgré tout une période, pendant la période médiévale, où les batailles font beaucoup moins de morts. C'est quelque chose que j'ai découvert à travers mon expérience d'auteur. Il y a toutes ces grandes batailles antiques qui sont d'abord sur les forces en présence, qui représentent des centaines de milliers de combattants face à face, avec énormément de pertes. J'avais pris quelques exemples, histoire de parler avec des chiffres à la fin. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme parler d'Alexandre le Grand, Gaugamel, dont Darius parlait à l'instant. Alors, le problème avec les chiffres antiques, c'est qu'ils ont tendance à être largement exagérés par les historiens, entre guillemets, de l'époque. Mais on a pu parler de 250 000 Macédoniens et Grecs face à 250 000, ça c'est pour les Perses, face à 35 000 Macédoniens et Grecs, plus 5 000 cavaliers, avec à l'arrivée 50 000 morts côté perse et seulement 500 morts du côté d'Alexandre. Donc bien pour lui. Il peut bien jouer. Pendant la Seconde Guerre punique, alors là on a aussi des beaux exemples de batailles bien sanglantes. Donc la Seconde Guerre punique, pour mémoire, qui oppose Hannibal, Barca et Carthage à Rome. Vous avez notamment la bataille du lac Trasimène, où les Romains sont en train de rentrer au bercail en longeant un lac, et les Carthaginois les attendent derrière des collines, ils jaillissent, ils les prennent sur le côté, ils commencent à les massacrer, et tous ceux qui essaient de s'enfuir sont repoussés dans le lac, où avec leur équipement, ils se noient en deux. Résultat, c'est 15 000 morts, plus 10 000 prisonniers romains,
sur un total de 31 à 39 000 légionnaires, plus 10 000 cavaliers. Donc ça fait quand même une sacrée partie de l'armée qui y passe. Le summum pour la Seconde Guerre punique, ça vient très peu de temps après. On se demande d'ailleurs comment ils faisaient pour avoir autant de personnes à leur disposition. Les Romains, ils devaient se reproduire comme des lapins, parce que c'est fou le nombre de gens qui y passent dans la guerre punique. Il y a la fameuse bataille de Cannes, en moins 216. 50 000 Carthaginois contre 80 000 Romains. Alors, selon les avis, là c'est toujours le problème des historiens de l'époque, selon Tite-Live, ce serait 45 000 morts romains. Selon Polybe de Mégalopolis, c'est 70 000 sur les 80 000. 70 000 morts sur 80 000 combattants. Et ça se passe en une journée. Hein. C'est pas des... À l'époque antique, sont beaucoup plus importants que les effectifs à l'époque médiévale. Donc aujourd'hui, quand on pense à 10 000 combattants qui arrivent pour combattre et vaincre les Visigoths, parce qu'à l'époque c'était le royaume Visigoth qui dominait la péninsule ibérique, royaume chrétien, on se dit 10 000 hommes c'est pas grand chose, comment ça se fait qu'ils n'ont pu conquérir un territoire aussi vaste? Les 10 000 hommes à l'époque, ça reste assez important quand même. Et surtout qu'ensuite, Tarek Mediane va recevoir le soutien du gouverneur des Féclia, donc qui était lié au califat omeyyade. Le califat omeyyade, il est situé au Moyen-Orient à cette époque-là, d'avant sa capitale à Damas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Visigoths eux-mêmes, aussi, ils connaissaient des faiblesses en interne, parce que le nouveau roi qui s'appelait Rodrigo, ou Rodrigue en français, était contesté, son élection, son arrivée au pouvoir était contestée par notamment les fils de l'ancien roi, qui était Bitiza. Et donc, quand les musulmans ont rencontré les forces visigoths à la bataille du Guadalete en 711, en fait, les forces visigoths, on peut dire, je pense, elles se sont divisées entre elles parce qu'il y a une partie qui a fait sécession et qui a décidé de ne pas combattre, de trahir finalement Rodrigue. Et c'est aussi comme ça que Tarek Ibn Ziyad, même si le déroulement de la bataille est un petit peu flou, parce que vous allez voir que les sources, il y a un problème de sources, on va revenir sur les sources qui sont hyper importantes quand on parle d'histoire, même si les sources sont floues, et c'est notamment par rapport à ça que les arabo-musulmans, enfin surtout avec des troupes qui étaient quand même majoritairement berbères, donc qui venaient de l'Afrique du Nord, de l'actuel Maghreb, ont pu conquérir la péninsule. Pareil pour les forces mongoles, même si je connais beaucoup moins quand même le sujet, les forces mongoles aussi sont arrivées quand même au sein d'un Moyen-Orient qui était très divisé, le Moyen-Orient musulman, parce que je parle principalement, vous l'aurez compris, de musulmans. Donc vous avez l'Empire khwarazmien qui lui a été le premier, si vous voulez, à être vaincu par les forces mongoles. Vous avez le califat abbasside qui était autour de l'Irak et de Bagdad, mais qui était quand même un empire largement en déclin depuis pas mal de temps, même s'il avait connu un renouveau autour du 11e, 12e siècle. Et puis vous avez ensuite, alors ici sur la carte, vous avez le sultanat qui s'appelle le sultanat ayyubide, mais à l'époque des Mongols, c'était le sultanat mamelouk, et qui était un pouvoir encore naissant, et c'est lui d'ailleurs qui va permettre finalement aux monde musulmans au Moyen-Orient de résister et même de vaincre les Mongols. Et au nord de ce sultanat ayyubide que vous avez ici, vous avez les marqués Roum. Les Roum, c'est en fait un pouvoir musulman qui est issu de la dislocation d'un beaucoup plus grand empire qui était l'empire seljoukide, qui avait mis sous tutelle le califat abbasside. Donc vous voyez ici que sur cette carte, le Moyen-Orient musulman était très divisé à l'époque de l'empire mongol, en sachant aussi que vous avez aussi les Nizarites. Les Nizarites, c'est les ancêtres, enfin c'est pas les ancêtres, c'est l'autre nom de la secte des assassins qui a inspiré le jeu vidéo Assassin's Creed, et qui eux aussi étaient largement sur le déclin, mais qui combattaient les Abbassides. Donc voilà, vous avez plein de conflits en interne qui étaient menés. Alors rapidement, cette manière aussi d'expliquer comment, si vous voulez, des forces finalement réduites en nombre par rapport aux empires très populeux avec beaucoup de population, comment ces forces-là peuvent vaincre des empires aussi puissants. Vous avez des théories qui se raccrochent à la théorie de Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est un historien, sociologue, il a touche à tout, il est très connu, principalement du XIVe siècle, qui a donc une théorie qui s'appelle le cycle de vie des empires, où il dit finalement que les empires se forment parce que à la base, ils forment ce qu'on appelle une solidarité assadia, et parce qu'ils sont un groupe uni, restreint, uni par une force, une énergie, une force motrice, si vous voulez, qui leur permettent de vaincre des empires qui justement sont sur le déclin,
qui eux-mêmes, finalement, avaient pu prendre le pouvoir et grâce à cette force, parce qu'auparavant ils étaient très unis, mais au fur et à mesure du temps, en 4 ou 5 générations, bah, il y a eu des divisions internes, il y a eu un enrichissement, tout un processus que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, fait qu'ils sont remplacés par des forces beaucoup plus en cohésion et beaucoup plus puissantes qu'eux. Je vais revenir dessus. Alors, vous avez Gabriel Martinez-Gros qui a beaucoup parlé de ce travail qu'il a fait toute sa vie sur Nephrem Boone. Et vous avez aussi ma vidéo, j'ai mis ici la miniature que j'ai faite sur Nephrem Boone. Maintenant, on s'attaque donc, comme je l'ai dit, à la pluralité des relations entre les acteurs chrétiens et musulmans, donc ici politique et militaire en même temps. Je vais faire une mini-introduction parce que ça c'est intéressant d'un point de vue de l'historiographie, donc comment finalement on a les historiens et les chercheurs ont réfléchi aux différents sujets sur lesquels ils travaillaient, comment ça évolue au fur et à mesure du temps. Et le truc c'est que souvent, comme je vous l'ai dit, on pense les choses de manière binaire, dans le sens où on aurait un bloc chrétien d'un côté, donc occidental, un bloc musulman de l'autre côté, donc Moyen-Orient, Occident musulman, donc Maghreb, Al-Andalus, et cette manière de penser, elle a été en plus consolidée, si vous voulez, par un ouvrage qui s'appelle Le choc des civilisations de Samuel Huntington, donc qui est sorti en 1996, et qui, si vous voulez, contredit ou apporte une correction à la théorie de Fukuyama qui disait qu'on avait une fin de l'histoire après la chute des blocs, si vous voulez, soviétiques, la chute du bloc soviétique et la fin de la guerre froide. On aurait une fin de l'histoire, finalement, on n'aurait plus de conflit majeur. Et Samuel Huntington dit que lui, il pense en termes de civilisation. Donc, chez lui, je crois qu'il y a 7 ou 8 civilisations différentes qu'il définit. Pareil, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, selon lui, il y aurait 3 civilisations qui s'affronteraient. D'un côté, l'Occident chrétien, de l'autre, la civilisation musulmane et également la civilisation chinoise. Et le fait est que, on a pensé finalement, en plus, parce que juste après cette publication, 5 ans après, vous avez évidemment le 11 septembre 2001, donc gros attentat qui a beaucoup marqué le monde entier, qui a donné encore plus de popularité à cette thèse-là. Et on a pensé finalement les choses à travers ce conflit entre monde chrétien, Occident si vous voulez de manière générale, et le monde musulman. Et cette théorie-là, cette manière de penser-là, a pu influencer aussi notre manière de penser le Moyen-Âge. Notamment parce qu'on a des grands... Hugo en a parlé, on a des grandes fresques historiques, c'est les croisades, et on se dit, ah oui, mais c'était les chrétiens contre les musulmans, ils étaient opposés, c'est logique, ils ne partagent pas du tout la même religion, les religions opposées. En vérité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors ça, je ne sais même pas si je vais y revenir, je vais aller très rapidement, parce que sinon on va dépasser le temps. Je voulais juste revenir sur ça, parce qu'en fait, il y a une grande question par rapport au processus de conquête de la péninsule ibérique, avec 2 questions, c'est comment elle s'est produite. Est-ce que c'est par la force des armes, donc par les conquêtes, par des sièges, ou est-ce que c'est par la négociation et les traités? On se rend compte qu'il y a eu les 2 au cours de cette conquête-là. Donc, Médina Sidonia, Mérida et Mérida, on va bien revenir, parce que là encore une fois, on n'a pas le temps. Le pacte le plus connu de négociation, c'est le pacte de Théodomir, parce que Théodomir, c'était un aristocrate, un noble wisigoth, qui a accepté de se soumettre en cette entraide. Donc vous voyez, c'est autour de la région, donc autour de Murcie et Orihuela, vous avez ici en Achuré, au sud-est de la péninsule ibérique, et il accepte de le faire en échange du paiement de l'impôt, donc il y a un double impôt qui est la jizya, c'est un impôt par capitation, donc individuel, et un impôt de khalal, donc c'est un impôt foncier. Et en échange de ça aussi, il garde évidemment son pouvoir et son autorité sur ce territoire-là. Et donc ça c'est important aussi parce qu'il y a plein d'aristocrates wisigoths qui ont accepté la nouvelle domination arabo-musulmane. Comme je vous l'ai dit aussi, ils n'étaient pas forcément en accord avec le nouveau roi Rodrigue. Et par exemple, vous avez les Banu Qasi de Tudela, c'est une ville, et les Banu Arlous de Huesca. C'est intéressant parce qu'en fait, eux ils ont des noms, ce sont des dynasties qui ont des noms, des familles qui ont des noms arabes. Mais à la base, ce sont des aristocrates wisigoths, donc des aristocrates wisigoths chrétiens qui sont convertis à l'islam. Et ils ont constitué les principales des dynasties importantes, des familles importantes au sein du rouage, des rouages politiques d'Al-Andalus. En sachant qu'Al-Andalus, je ne l'ai pas précisé, c'est la partie de la péninsule ibérique qui était sous domination musulmane. Et donc, juste pour revenir sur la question des sources, parce que c'est vraiment important, vraiment cette intervention que je fais, c'est aussi pour vous ouvrir des réflexions sur l'histoire de manière générale. Et pourquoi je vous dis qu'on ne sait pas trop aussi comment s'est déroulée la conquête, si c'est par la force ou par les armes, c'est parce que déjà les sources sont tardives. Alors l'historien travaille sur des sources
notamment pour ces époques-là, c'est surtout des sources, alors parfois archéologiques, mais sur les conquêtes, c'est surtout des sources textuelles. Et le problème, c'est que les sources arabes, c'est différent par rapport aux sources chrétiennes latines, mais les sources arabes sont au moins postérieures de 100 à 200 ans après les faits. Et l'autre problème, c'est que souvent, ce sont des sources qui sont orientées. D'ailleurs, une source n'est jamais neutre, entre guillemets, comme un historien ne peut pas jamais être objectif. Mais à cette époque-là, c'est encore plus vrai. Les sources sont orientées, pourquoi? Parce que certains auteurs vont écrire en Al-Andalus, d'autres vont écrire en Orient. Pourquoi cette localisation géographique a l'importance? Parce que la manière dont les conquêtes se sont déroulées, cette façon dont ces conquêtes se sont déroulées, la nature des conquêtes, a un impact direct sur des questions économiques et politiques, notamment économiques. Pourquoi? Parce que quand les conquêtes sont menées par la violence, 1/5 du butin revient directement à l'État central. En l'occurrence ici, c'était l'État, le califat des Omeyyades au Moyen-Orient. Et si la conquête est menée par des processus pacifiques, donc en gros des traités, des négociations, là, tout le butin, tous les revenus reviennent directement aux conquérants. Évidemment, les sources favorables aux Omeyyades vont dire la conquête s'est déroulée par l'État, parce que nous, on a envie d'avoir un peu de pognon pour nous quand même, on va tirer du revenu. Et les sources favorables aux musulmans d'Al-Andalus ou aux dynasties ou aux familles d'Al-Andalus vont dire on fait une conquête par la négociation, parce que nous aussi, on veut avoir tout le butin pour nous, toutes les richesses. Je passe maintenant à la suite. La suite, donc, où là, on va vraiment s'attaquer à la pluralité des relations, c'est, je vais vous présenter d'abord toutes les alliances qu'on pu avoir. Donc là, il faut vraiment comprendre que je donne des exemples parmi d'autres, et que, évidemment, c'est un sujet tellement vaste qu'on ne peut pas tout traiter en même temps. Donc, des alliances entre des rebelles, principalement ici des rebelles musulmans par rapport au pouvoir central d'Al-Andalus, et des Omeyyades de manière générale, et des alliances avec des autorités centrales adverses. Donc, ici, par exemple, le mariage que vous connaissez peut-être, parce que c'est en lien avec un petit peu avec la bataille de Poitiers de 1932, c'est le mariage, ou plutôt l'alliance entre un chef, un gouverneur qui s'appelle Munuza, qui aurait gouverné une région du nord-ouest d'Al-Andalus, et qui était en sécession, donc en rébellion vis-à-vis du pouvoir central, si vous voulez, des Omeyyades qui n'étaient pas encore destitués en Orient. Vous allez voir qu'ils vont être ensuite destitués. Et donc il y aurait une alliance entre les deux. Pourquoi? Parce que eux voulaient se protéger sa frontière ouest, sud-ouest, vis-à-vis des attaques qui étaient déjà menées depuis pas mal de temps, depuis on pourrait dire une vingtaine d'années, enfin une dizaine d'années plutôt, par les forces arabo-musulmanes, donc ils voulaient se protéger. Et donc on a une alliance. Donc vous allez voir dans cette intervention, je vais vous montrer à quel point les acteurs ne réfléchissent pas en termes de religion. Alors oui, c'est un facteur, mais un facteur parmi d'autres, mais ils sont extrêmement pragmatiques. Un autre exemple, par exemple, Pépin le Bref. Pépin le Bref, donc un roi qui a été très important parce que non seulement il a continué finalement de repousser les territoires musulmans qui s'étaient créés, surtout autour de la Provence, qu'on appelle la Septimanie, en association d'ailleurs, en alliance avec les populations locales, ça faut quand même le dire aussi. Et donc Pépin le Bref s'est allié avec Suleiman, qui était le gouverneur de Barcelone et de Gérone, et qui lui aussi, le gouverneur-là, était en révolte, sans aucun doute, contre Abdelrahman Ier, qui lui est un Omeyyade. Alors je l'explique rapidement, juste pour un petit point de contexte. Abdelrahman Ier est le premier des Omeyyades à arriver en Andalous parce qu'en 750, donc les Omeyyades règnent en Moyen-Orient de 131 à 750, et ils sont éjectés du pouvoir par une nouvelle dynastie, un nouveau califat, c'est le califat abbasside, et les Omeyyades se réfugient en Andalous, et parmi eux c'est donc Abdelrahman Ier qui est le premier émir de Cordoue, donc le premier émir Omeyyade d'Al-Andalus. Et donc là aussi vous voyez qu'une alliance finalement entre deux personnes qui n'ont pas la même religion. Encore une fois, pas de ça. On a aussi en interne ici, encore une fois, Ibn Marwan al-Jiliki. Donc lui c'était c'est intéressant aussi, Ibn Marwan al-Jiliki est issu d'une famille qu'on appelle les Mouwalad. Les Mouwalad, c'est donc ces familles auparavant visigo-chrétiennes qui se sont converties à l'islam et qui sont intégrées au sein des rouages politiques d'Al-Andalus. Donc Ibn Marwan al-Jiliki, entre les années 868 et 888, il se révolte, d'abord dans un premier temps autour de Badajoz. Vous avez ici, là vous avez une étoile sur la carte, on va dire à peu près dans le centre-ouest de l'Espagne. Il est une première fois emprisonné par rapport à sa révolte et il arrive à s'enfuir en 1975. Il revient sans aucun doute autour de Mérida ou de Badajoz. Il bat une armée omeyyade, il fait prisonnier le commandant de l'armée omeyyade, et qu'est-ce qu'il en fait de ce général? Eh bien, il donne directement, il offre
à Alphonse III des Asturies. Donc vous voyez ici, c'est la région qui est vraiment au nord-ouest de l'Espagne. Donc ça veut dire qu'il offre, en général, il s'allie finalement directement à Alphonse III des Asturies. Et chose aussi qui vous montre le pragmatisme de l'époque, en fait, ça ne veut pas dire que les ennemis omeyyades vont se dire bon, lui c'est un ennemi, on va le combattre à tout prix, on va aller jusqu'à le tuer, l'exécuter. Non, bien au contraire. Ils se rendent compte, parce que c'est aussi une politique qui peut varier en fonction des émirs. Les émirs aussi se succèdent, et ici, en l'occurrence, El-Munzir, l'émir omeyyade, il choisit de réhabiliter Ibn Marwan al-Jiliki, et même plus que ça, il va lui redonner son fief de Badajoz, et il va le donner gouverneur. Vous voyez ici aussi la dose de pragmatisme qui existe à ces époques. On n'est pas, comme l'a dit Hugo, on n'est pas dans des époques, c'est des époques sombres où on est des gros bourrins et on se met sur la gueule à tout prix et voilà, on est très 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 pragmatique. On est aussi sur la notion de violence où là aussi le pragmatisme entre en jeu. Vous avez aussi la question des transfuges militaires. Alors vous connaissez le nom du Cid, alias Rodrigo Diaz de Vivar, plutôt le contraire. Alors lui c'était au départ, il était avec les chrétiens évidemment, c'était le porte-étendard du roi de Castille Sanche II, mais malheureusement pour lui, Alphonse VI, donc son successeur, décide de l'exiler. Bon, qu'est-ce que fait le Cid? Il se dit, moi je suis, parce que ça reste aussi un mercenaire, le Cid, moi je vais aller du côté des musulmans. Donc il va en profiter, pourquoi? Parce que à cette époque-là, l'Empire omeyyade, le califat omeyyade, le pouvoir omeyyade d'Al-Andalus, s'est disloqué en différents états. Vous avez ici sur cette carte, on appelle les royaumes des taïfas. Et donc le Cid va en profiter parce qu'il va s'allier à une taïfa, en l'occurrence ici la taïfa de Saragosse, pour pouvoir finalement être nourri, logé et surtout payé pour mener des actions de guerre contre les ennemis du souverain de la taïfa de Saragosse. Autre exemple, là ici on est au Portugal, Giraldo Sem Pavor, alias Giraldo sans peur, entre guillemets, si on devait traduire les choses. Donc là, on est au XIIe siècle, et c'est un chef portugais qui est important parce que c'est quelqu'un qui a commandé des armées, qui a réussi à conquérir des places fortes importantes à l'époque d'Alphonse Henri, Afonso Henriques, qui est le premier roi du Portugal. Et donc il a pris plein de villes importantes, je vous ai mis le nom sur le PowerPoint, c'est pas le plus important, mais arrive à un moment donné où il échoue devant Badajoz, encore Badajoz, en 1169. Excuse-moi, je suis désolée. Je suis désolée, on te laisse terminer ton point et après il va falloir qu'on passe à la table ronde où tu pourras continuer à présenter. Ça marche, je vais aller rapidement. Merci. Et c'est dans un second temps ensuite qu'il passe du côté des musulmans, notamment des Almohades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi il y a un transfert du côté des musulmans parce qu'on est très pragmatique et que Giraldo Sem Pavor va aussi là où il y a l'argent, là où il y a un intérêt. Donc très pragmatique. Autre point important, juste pour l'exemple de Badajoz, je vous dis en 69, Giraldo Sem Pavor, il a un échec devant Badajoz. Pourquoi? C'est pas parce que les Almohades l'ont battu, c'est parce qu'il y a une intervention d'un autre souverain, en l'occurrence Ferdinand III de Castille, qui, en ce temps, avait dans l'idée que le pouvoir grandissant d'Alphonse Henri était beaucoup plus dangereux pour lui que le pouvoir et que l'impact politico-militaire des Almohades. Et donc, ça vous montre aussi que ce qu'on appelle la Reconquista, d'ailleurs le terme pourrait être discuté, on va en parler, et ce qu'on appelle la Reconquista, c'est pas un mouvement chrétien militaire uni, il y a eu aussi des divisions, évidemment, au sein des différents territoires, des différents États, pouvoirs chrétiens ibériques. Alors, juste pour un petit aparté, et après on aura vraiment fini, je voulais vous parler de l'usage de la violence, et l'usage de la violence notamment à travers les décapitations, parce que moi j'ai étudié à travers une vidéo la question de décapitation, et la violence bien sûr on l'utilise d'un point de vue de décapitation par exemple, parce que les sources nous parlent par exemple, du côté des musulmans comme du côté des chrétiens d'ailleurs, de catapultes qui lancent des têtes des ennemis à travers, par-dessus les murailles pour faire peur, comme l'a dit Hugo, c'est vraiment une question aussi de pragmatisme, dans le sens qu'il faut faire peur à l'ennemi pour qu'il se rende, parce qu'un ciel et une bataille pour prendre une ville, c'est extrêmement coûteux en économie et en hommes, et évidemment on va essayer de faire peur à l'ennemi pour qu'il capitule. Donc ça c'est une chose, et surtout l'usage de la violence qui est extrêmement important en interne encore une fois, parce que les politiques de terreur se font surtout en interne, notamment contre les révoltés. L'exemple le plus connu, c'est la révolte d'Omar ibn Hassoun. Omar ibn Hassoun, qui lui aussi d'ailleurs est un musulman, donc il était issu d'une famille visigo chrétienne, convertie donc à l'islam,
Et il s'est révolté, ça a été une menace majeure pour l'émirat omeyyade. Et qu'est-ce qu'on a fait? Alors les sources disent qu'il se serait reconverti toute sa famille au christianisme. Et qu'est-ce qu'il fait donc Abdelrahman III quand il va vaincre Omar ibn Nassoun? Il va déterrer les corps d'Omar ibn Nassoun et de sa famille dans son fief de Bobasro, vous avez ici sur cette carte. Et il va non seulement donc, les décapiter déjà, mais il va en plus exposer leur corps à la Bab al-Souda, donc Bab al-Souda, une porte au sein de Cordoue, donc la capitale de l'émirat omeyyade, plus tard le califat omeyyade. Pourquoi? Parce que, évidemment, symboliquement, ça marque la puissance et la victoire du califat omeyyade sur les rebelles. Parce que vraiment, la rébellion qu'on appelle la fitna, c'est la guerre civile en arabe, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et extrêmement dépressif. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous dire, même si je n'ai pas pu tout dire, mais globalement, il y a l'essentiel. Pour ces apports de connaissances. Et maintenant, François, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour, donc je suis François de Boucou du Buisson, je suis administrateur de l'État au ministère des Armées et je travaille au cabinet du secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées. Pour me présenter, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis diplômé de Sciences Po Grenoble, de l'université Paris-Dauphine. À l'époque, j'avais fait un DESS, comme on appelait autrefois les Master 2, le numéro 224. Donc, je m'étais spécialisé dans la banque et la finance. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le secteur financier et ensuite j'ai passé le troisième concours de l'École nationale d'administration en 2009, ce qui m'a amené à devenir fonctionnaire de l'État. Et depuis ma sortie de l'ENA en 2012, je travaille au ministère des Armées où j'ai enchaîné différentes fonctions à la direction générale de l'armement, à la direction des affaires financières, puis aujourd'hui au cabinet du secrétaire général. Merci pour ta présentation. Moi, pendant notre présentation ce matin, donc on a vu que en fait, ces empires, ils ont dû administrer la guerre autant qu'ils ont dû la combattre. Et donc je voulais savoir en fait si aujourd'hui, qu'est-ce qui reste le plus difficile à gérer? Est-ce que c'est la coordination, la prévision, la décision politique au sein de l'armée française? Heureusement, l'armée française est aujourd'hui engagée dans un conflit majeur, un conflit de haute intensité, comme on le dit aujourd'hui. Néanmoins, elle a conduit au cours des dernières décennies des opérations extérieures importantes, que ce soit en Afghanistan ou au Sahel, sans parler des opérations auxquelles certaines unités des armées françaises peuvent être engagées au titre de nos alliances internationales et de notre contribution aux opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Alors, si on regarde la question de l'administration de la guerre, c'est en effet un sujet majeur et qui se posait déjà aux grands empires. Je dirais qu'il y a plusieurs dimensions à ce sujet. Il y a une dimension logistique sur le terrain, avec la question de l'approvisionnement des troupes engagées, que ce soit en vivres, en munitions ou en carburant. Je rappelle par exemple en 1807 la création par l'empereur Napoléon Ier du corps du train, et vous noterez que
on l'appelait ainsi avant même l'invention du chemin de fer, donc c'est-à-dire vraiment toute une chaîne logistique d'approvisionnement des armées et singulièrement de ce qu'on a appelé la Grande Armée pour s'assurer que les troupes étaient bien en état à la fois de progresser sur le terrain et de faire face aux engagements en satisfaisant leurs besoins essentiels comme le ravitaillement. Aujourd'hui, la logistique s'est évidemment modernisée et comporte d'autres dimensions qui sont stratégiques pour les forces armées, comme ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle des équipements qui sont employés, que ce soit les équipements terrestres avec les chars par exemple, ou les véhicules de combat, mais aussi les équipements navals, les bâtiments de surface et les sous-marins, et bien entendu les aéronefs, avions et hélicoptères qui demandent d'importants services de maintenance et d'entretien pour pouvoir être mobilisés dans des conditions satisfaisantes en cas de besoin. La logistique, c'est aussi une question de vulnérabilité de certains points dans les conflits. Et je pense que les exemples que vous avez pris sont aussi riches de ce point de vue-là, avec la nécessité de préserver les axes de communication, les points de jonction que peuvent être les ponts, les gares, et puisqu'il y a aussi derrière ça une logique donc dans l'approvisionnement de production, notamment de l'armement, la question des usines, et on a bien vu pendant par exemple les bombardements massifs de la Seconde Guerre mondiale que ces points névralgiques étaient systématiquement des cibles de ces bombardements. Par ailleurs, l'exemple récent de la guerre en Ukraine a aussi montré que les défaillances observées sur la chaîne logistique de l'armée russe ont conduit celle-ci à revoir de façon radicale sa stratégie, puisque lorsque les troupes russes se sont engagées en Ukraine, l'objectif politique qui était affiché était de parvenir jusqu'à Kiev et de prendre la ville en seulement 3 jours, et les graves défaillances de la chaîne logistique russe ont empêché la Russie d'atteindre cet objectif militaire. Par ailleurs, il me semble que dans l'administration de la guerre, il y a aussi un élément important, c'est la façon dont celle-ci est financée, puisque là c'est aussi une question qui se posait de façon aiguë aux empires que vous avez mentionnés, puisque si l'on regarde par exemple la Première Guerre mondiale, la France s'est posé des questions très importantes sur la façon dont l'effort de guerre devait être financé, et l'étude des financements mobilisés à l'époque montre que, par exemple, la France a majoritairement financé son effort de guerre par le recours à la dette, environ 75%, et seulement 15% avec l'augmentation des impôts, et 10% avec le recours à la création monétaire, ce qui entraîne par ailleurs d'autres conséquences, puisque la création monétaire, qui a été multipliée par 4 en France pendant la Première Guerre mondiale, génère des effets pour l'économie, comme forte augmentation de l'inflation.
Et il est important, si on regarde l'exemple de la Première Guerre mondiale, de noter que alors que le débat sur la création d'un impôt sur le revenu avait allumé les forces politiques de la Troisième République à partir de la fin du XIXe siècle, c'est en 1914, pour une mise en place en 1916, que l'impôt sur le revenu a été adopté en France, et c'est bien évidemment parce que les conditions nouvelles créées par le conflit ont conduit au caractère inéluctable de cette réforme qui était jusqu'à présent fortement rejetée par une partie de la classe politique française. Merci pour cette réponse, c'était super instructif. Moi, je vais laisser la salle, si la salle a des questions, si vous avez des questions d'ordre plutôt du coup économique ou administratif, sur des sujets qui vous tiendraient à cœur. Surtout, n'hésitez pas. Moi j'ai une question, mais plus peut-être sur l'exposé que vous aviez fait au début. Vous avez parlé de stratégie militaire qui était assez différente pour la stratégie militaire mongole et celle des arabo-musulmans. Est-ce que vous avez un petit peu regardé aussi sur le traitement des populations des terrains conquis, qui peut rentrer, je pense, dans une forme de stratégie militaire de comment on les traite? Est-ce qu'il y avait des différences de traitement selon les modèles que vous avez étudiés, ou est-ce qu'on retrouve une forme de similarité? Merci pour la question. Je pense que j'ai vu des vidéos d'Averroès où vous parlez notamment de ça. Donc si jamais il a une réponse à donner, ou Hugo, ou si François, vous avez une réponse à donner, on vous écoute. La question, j'ai pas compris par rapport à quoi elle était vraiment. Par rapport aux populations locales. Au traitement des populations en territoire conquis, notamment après du coup les conquêtes arabo-musulmanes. Ok, une question large comme ça, ou il y a une question plus précise? Là, c'est un vaste sujet, mais... Ok, c'est comment les populations étaient traitées suite du coup aux conquêtes, et en quoi en fait ça s'inscrit dans une stratégie militaire. Est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie militaire ou pas? Voilà. Après, je vous laisse répondre. Je réfléchis pour rendre mes idées, parce qu'il y a tellement de choses qui vont rentrer en compte. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vous avez ce qu'on appelle le statut de dhimmi, alors dhimmi D-H-I-2-M-I, qui est un statut dans l'islam en fait. Voilà, on pourrait rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué, parce qu'il repose sur le Coran, il repose aussi sur la Sunna, donc il repose elle-même sur en fait l'exemple du prophète, donc ça repose sur la tradition prophétique. Mais les dhimmi, c'est en fait l'idée que la traduction, c'est les protégés, ou le peuple protégé, si vous voulez. Donc ça correspond surtout au peuple du livre, donc les juifs et les chrétiens. Et les principales populations qui vont être, je mets de côté la Perse, etc., les principales populations qui vont être conquises, alors moi je connais particulièrement quand même plus Al-Andalus, ce sont des chrétiens et des juifs. Donc qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener que ce sont des populations qui sont protégées. Ça amène aussi des droits et des devoirs. Donc leurs droits, je l'ai dit un petit peu par rapport au pacte qu'il y a eu avec Théodomir, c'est-à-dire qu'ils vont conserver évidemment leur territoire, ils vont conserver aussi leurs institutions religieuses, ils vont conserver leur religion, principalement, donc leur autonomie, si vous voulez, vont être jugés à travers leur livre religieux. Et d'un autre côté, ça va aussi entraîner des devoirs. Les devoirs, c'est de payer donc les impôts, j'ai parlé des jizya et du kharaj. Les devoirs, c'est aussi de ne pas en fait prêcher publiquement leur religion. C'est aussi, et là il y aura des variations au cours de l'histoire, non seulement au cours des époques, mais aussi au cours des sociétés. C'est différent par rapport aux sociétés. Donc c'est pareil au niveau des villes, au niveau des régions, au niveau du Maghreb, de l'Andalous, du Moyen-Orient, c'est différent aussi par rapport au pouvoir qui règne et de sa perspective. Par exemple, en Al-Andalus, vous avez eu souvent une attitude assez flexible, si vous voulez. Mais à un moment donné, par exemple, au califat abbasside, on connaît Al-Mutawakkil, donc c'est un calife abbasside qui a régné les dates 847-861, je crois.
Et lui, par contre, c'était quelqu'un de... Voilà, il obligeait les juifs et les chrétiens à porter un vêtement distinctif. Il a aussi été très violent vis-à-vis d'une minorité au sein des musulmans qui étaient les chiites. Pourquoi? Parce que ça correspondait aussi à sa stratégie politique. Là, encore une fois, on est pragmatique. Je veux dire, la violence ou la distinction ou la discrimination poussée un petit peu plus à l'extrême, elle répond aussi à une stratégie du pouvoir. Parce que lui, il voulait consolider son pouvoir parce que auparavant, il avait éjecté tous les acteurs qu'il avait mis au pouvoir. Lui, il voulait gagner son autonomie parce que à cette époque-là, les califes abbassides déclinaient d'un point de vue politique, d'un point de vue de leur autorité, et c'était finalement les autres acteurs politiques, les vizir, surtout les commandants militaires, l'administration, qui prenaient de plus en plus de place. Et lui, il voulait gagner son autonomie. Donc pour ça, il avait besoin de montrer que c'était un pouvoir fort. Et il soutenait aussi certaines sphères religieuses. Donc, ce que je veux dire, c'est aussi donc qu'il y a une attitude très distincte, parce que par exemple, les régions où il y avait une large majorité de chrétiens, par exemple, les chrétiens avaient le droit de faire sonner les cloches. Ceux qui n'avaient pas le droit ou ils n'avaient pas le droit de faire quand on était dans des régions qui étaient à majorité musulmane. Donc il y a plein de spécificités comme ça, mais le but évidemment, c'est que derrière cette symbolique de peuple protégé, c'est aussi la symbolique de la supériorité évidemment de l'islam et de la supériorité du pouvoir musulman qui règne maintenant sur ces régions. Donc c'est aussi symbolique d'un point de vue de cette situation. Merci beaucoup pour vos partages. Moi j'ai une question pour François. J'avoue que je ne suis pas hyper familière avec le domaine de la défense, etc. Et donc j'aimerais bien savoir quel est votre rôle, quelles sont vos missions au quotidien. Oui, bien sûr. Donc, en fait, il faut avoir à l'esprit que le ministère des Armées aujourd'hui a été historiquement unifié dans un seul ministère, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y avait encore un ministère de la guerre, un ministère de la marine et un ministère de l'air, par exemple. Donc aujourd'hui, au niveau militaire, on fonctionne, comme on dit, en interarmée, c'est-à-dire que le ministère des Armées englobe l'ensemble des trois armées et au sein du ministère, dans l'après-guerre, on va dire, et notamment dans les années 1960, deux dimensions se sont développées. D'une part, la dimension industrielle, et ça renvoie à des sujets qu'on a évoqués, c'est-à-dire la création en 1960 ou en 1961 de la Direction générale de l'armement, c'est-à-dire une déclinaison au sein du ministère des Armées spécifiquement chargée de concevoir les grands programmes d'armement, donc à la fois identifier les besoins des armées pour aujourd'hui, mais pour le futur aussi, et passer des commandes auprès des industries de la défense pour obtenir les matériels qui permettent aux armées françaises d'être performantes sur le terrain. Donc ça, c'est toute une compétence industrielle qui s'est développée au sein du ministère des Armées, qui aujourd'hui est reconnue internationalement. Et par ailleurs, donc, le secrétariat général pour l'administration, qui regroupe classiquement, comme dans l'ensemble des ministères, les grandes fonctions administratives que sont le budget, les ressources humaines, les questions juridiques par exemple, mais aussi des spécificités avec le service, la direction du service national et de la jeunesse qui intervient dans toutes les politiques d'engagement et notamment l'organisation des journées défense citoyenneté que vous connaissez tous, et des spécificités comme la création au début des années 2000 d'un service d'infrastructure de la défense, c'est-à-dire avec un corps militaire, donc vraiment une expertise développée au ministère des Armées pour la conduite de
de chantiers visant par exemple à construire une base, un port pour accueillir les sous-marins, préparer les infrastructures qui permettront aux armées déployées à l'extérieur de pouvoir prendre position sur le terrain. Donc c'est vraiment la conduite de ce que l'on peut appeler la guerre dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire les dimensions opérationnelles, mais aussi, et ça c'est très important, les dimensions de conception et de préparation de l'avenir. Puisque, comme le disait le précédent chef d'état-major des armées, aujourd'hui l'enjeu c'est en quelque sorte de gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire qu'au moment où le conflit éclate, l'effort préparé par les belligérants en amont des opérations militaires qui vont se dérouler va être déterminant pour le succès. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que au ministère des Armées, il y a environ un peu moins de 300 000 agents. Bon, l'essentiel étant bien sûr les militaires, mais pas uniquement. Et des questions importantes qui vont être traitées pour s'assurer notamment de l'efficacité du commandement avec le lien très fort qui unit les armées, le ministère des Armées et le sommet de l'exécutif, puisque je rappelle que au terme de la Constitution, le chef des armées en France est le président de la République. Oui, bonjour. Moi j'avais une question pour vous, François. Au vu que du coup, pour vous, le président, c'est celui un petit peu qui gère tout ce qui est stratégie au niveau des armées. En vue de l'instabilité politique en ce moment du gouvernement, par exemple, on a un Premier ministre qui a démissionné il y a 2 jours. Est-ce qu'en termes de stratégie militaire, ou vous en interne, par exemple, au ministère de l'Armée, enfin des armées, est-ce que ça a un impact foncièrement ou enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Je dirais la réponse est oui et non, c'est-à-dire que évidemment les péripéties politiques que nous connaissons actuellement, bon, comme vous avez vu, Sébastien Lecornu était ministre de la guerre, auparavant était ministre des Armées, donc concrètement ça veut dire que depuis qu'il a été nommé Premier ministre, il n'y a plus de ministre des Armées. Néanmoins, il y a quand même un principe qui est celui de la continuité de l'État et du service public. Et donc, on fonctionne sur un régime dit des affaires courantes, c'est-à-dire que techniquement, jusqu'à hier, Sébastien Lecornu était à la fois Premier ministre et ministre des Armées démissionnaire. Donc, un certain nombre de décisions qui devaient être prises par le ministre lui sont remontées. Régime d'affaires courantes, ça veut dire que l'administration qui reste en place assure la conduite des opérations normales, quotidiennes. En revanche, on ne prend plus dans cette situation transitoire de nouvelles initiatives qui, elles, imposent d'avoir un exécutif responsable devant le Parlement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous attendons le vote du budget pour 2026 qui ne peut pas être décidé en affaires courantes. Donc là, il y a besoin de passer devant le Parlement. Et de la même façon, certaines nominations importantes
ne relève pas du régime des affaires courantes, mais exige la nomination d'un nouveau gouvernement. Mais bon, comme je le disais aussi, la dualité en France, c'est que le président de la République est le chef des armées et il a la possibilité d'engager les forces armées si les circonstances exigent. La Constitution le lui permet, avec des pouvoirs qui sont, il faut bien dire, bien plus importants que ceux d'autres chefs d'État dans le monde, puisque, par exemple, on a vu dans les opérations extérieures qui ont pu être décidées dans les années 2010 que le président pouvait, de façon, je dirais, quasi instantanée, envoyer des soldats français à l'étranger sans avoir besoin de se concerter avec qui que ce soit, puisque l'article 35 de la Constitution n'oblige qu'à une information a posteriori du Parlement. C'est ce qui s'était passé, par exemple, au Baltique. Merci. J'avais une dernière petite question, très rapide. En fait, j'ai pu remarquer du coup, depuis le Moyen-Âge, de ce que vous avez tous expliqué, il y a une espèce de schéma cyclique qui se répète vachement, donc c'est le schéma par l'intérieur, donc on l'a vu du coup avec Gengis Khan. Et après, ça s'est reproduit du coup plusieurs fois après la Révolution française, avec Lénine et tout ça, et maintenant on a aussi des dictatures dont on ne citerai pas le nom. Mais est-ce que vous pensez que historiquement il y a vraiment un système qui fait que ça se répète tout le temps, que c'est cyclique? Et est-ce que dans l'avenir aussi ça se fera, selon vous? Enfin, j'espère pas, mais votre avis dessus, quoi. Si vous voulez. Bon, peut-être ma question n'est pas. Et c'est un peu étrange que ça. Enfin, je sais pas, ça se répète, quoi. Ça s'arrête, non? C'est une question qui est difficile et qui est quasiment domaine philosophique, on va dire. Ce qu'on peut simplement rappeler, enfin en tout cas vu de ma situation, c'est que la guerre, donc ce qu'il a défini, c'est le recours à la force, et donc c'est un déferlement de violence. Donc ça, je dirais, ça n'a pas changé depuis quasiment la nuit des temps. Ce qui a beaucoup changé quand même, c'est que la guerre aujourd'hui est encadrée, puisque ce ne sont plus des hordes sauvages qui déferlent chez les voisins. Et donc, déjà, il y a un des grands changements, je dirais, c'est quand même l'apparition des États qui apportent une certaine forme de rationalisation, même si aujourd'hui, la plupart des théoriciens des relations internationales soulignent ce qu'il est convenu d'appeler l'ensauvagement des relations internationales, c'est-à-dire qu'on voit revenir des conflits d'agression, y compris entre la part d'États qui étaient considérés jusqu'à présent comme des co-constructeurs de l'ordre international. Je pense par exemple à la Russie de ce point de vue-là. Et il y aurait sans doute aussi beaucoup à dire sur la politique étrangère d'un État comme les États-Unis. Enfin, en tout cas, si on adopte le point de vue de certains États du Moyen-Orient, l'invasion de l'Irak en 2003, dans des conditions
discutable sur le plan du droit international a vraiment été considérée comme une violation forte. Donc, je dirais qu'il y a des limites à la montée des règles de droit dans la conduite des conflits. Néanmoins, pour revenir sur votre premier point, la question de la terreur, il faut quand même souligner qu'un des apports majeurs au cours du 19e et surtout 20e siècle, c'est la montée très forte du droit humanitaire qui encadre fortement les opérations militaires et qui expose les responsables militaires à d'éventuelles poursuites en cas de manquement à ces règles. Donc ça, je pense que c'est quand même un élément très important, mais bon, je suis d'accord que ça a aussi ses limites, puisque les conflits récents, à partir de la Seconde Guerre mondiale, se caractérisent aussi par un nombre très élevé de pertes civiles, ce qui n'était par exemple pas le cas des conflits interétatiques classiques comme ceux des guerres napoléoniennes par exemple. Si je peux rajouter un petit point, ce dont on parlait, c'était notamment le fait de marquer un coup fort dans le but, peut-être optimiste, d'économiser des pertes et des vies par la suite. C'était le cas, donc, comme je disais, Alexandre le Grand avec Thèbes, ou des démonstrations de force de certains conquérants qui comme ça, éradiquent tout désir de velléité et permettent peut-être de mettre un petit peu de lubrifiant dans la conquête, donc ça se passe plus facilement. Là, c'est de l'ordre. Alors, il y a la question philosophique, en effet, de la violence de manière générale, mais là, on est sur quelque chose de très psychologique. Il s'agit d'un emploi très rationnel de la psychologie humaine. Et cette psychologie, alors, vous connaissez la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Moi, j'appelle ça le super talion. Un œil, les deux yeux, une dent, toute la gueule. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve, notamment, je crois, dans la dissuasion nucléaire, tout simplement. Et certains, alors c'est très discuté, mais l'emploi de la bombe nucléaire pour mettre fin au conflit avec le Japon, certains ont avancé l'argument, il y a plusieurs explications, mais pour beaucoup de gens, c'était une démonstration des capacités de cette nouvelle arme pour bien calmer derrière l'URSS. D'autres disent que le Japon était tellement lancé dans une guerre jusqu'au boutiste, notamment quand on a commencé à voir l'emploi de kamikazes, qu'il fallait ça pour mettre un stop. Et donc avec toute l'horreur des pertes civiles et l'effroi que ça a pu jeter sur le monde par la suite, mais qui a amené à la situation que l'on connaît aujourd'hui, où donc on a cette menace nucléaire qui plane sur tous pour le maintien d'une relative paix, même si ça n'empêche pas les conflits à une petite échelle. Ce sont des éléments de réflexion que je lance comme ça. Merci. Super. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que la question de la dissuasion nucléaire est un point essentiel. D'ailleurs, la question faisait référence à l'usage de la terreur et on est arrivé à dire que le principe de la dissuasion nucléaire, c'était justement l'équilibre de la terreur pour éviter l'emploi de ces armes de destruction incommensurables. Si je prends l'exemple de la France, c'est clairement un sujet fondamental, puisque tout à l'heure j'évoquais la création de la Direction Générale de l'Armement dans les années 60, ce qui a amené notamment et principalement à créer la DGA, c'est la volonté française de se doter de la dissuasion nucléaire et donc de devoir conduire des programmes industriels
important, très coûteux et avec l'exigence d'y parvenir dans des délais réduits. Et ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure sur la particularité en France des conditions d'engagement de l'outil militaire, puisque le président de la République est le chef des armées et il est le décideur unique en matière d'emploi de l'arme nucléaire, le cas échéant. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas à François, à Romain et à Hugo pour votre participation. C'était vraiment très éclairant. Si vous voulez bien, on va faire une petite pause. Et puis on va revenir pour 45. Ouais, 50. Non, 45, si, 45. Après un peu de réflexion. Et merci beaucoup.